ici, dans ce pays de souffrance, de guerre, il y a énormément de chansons qui ont été écrites par des chanteurs, soit parce qu'ils ont eux-mêmes perdu quelqu'un dans leur famille et qu'ils ont utilisé ce drame pour le chanter, pour faire que tous ceux qui ont perdu quelqu'un se reconnaissent dans ce chant-là, et il y en a beaucoup, beaucoup, soit parce qu'ils ont pris à leur compte un drame qui a eu lieu dans le pays, tous ces jeunes qui meurent à 18 ans, et qu'ils l'ont fait vraiment leur, et qu'ils l'ont exprimé, et ça a créé justement la possibilité à ces gens qui l'ont vécu de respirer à un autre niveau que celui des larmes, du deuil, etc. Ah ben voilà la phrase, de respirer à un autre niveau que celui des larmes. חבוק בזרועותיי, אני רואה בך בית חם ומשפחה, ולא בעיר בחלומות שאת פותחת, אני חופשי Vous étiez en train de me parler de l'importance qu'avait Damien XVI dans votre vie. C'est surtout la pertinence de ses propos, c'est surtout que le mec est capable de te faire un texte où il y a de la philosophie, où il y a de la culture. Et chaque chanson, c'est un flot de paroles qui ne s'arrête jamais. Mais pertinente. Vous me parliez de Napoléon, de sa vie. La dernière phrase que j'ai entendue de lui, c'est qu'il est comme Napoléon et sa vie, c'est Sainte-Hélène. Et en quoi dans cette crise, c'est-à-dire dans tout ce qu'on a vécu là, l'enfermement qu'on a vécu, la chanson pour vous a été salvatrice en quelque sorte, vous a permis de tenir le coup, on va dire. La liberté que procure la chanson, surtout si tu as un petit peu de philosophie, ça te permet d'idéaliser ta vie. C'est ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire le mec il va dire bellement ce que tu penses sans avoir les mots. Je me suis intéressée à la rafle du Veldiv, mais la première, où les femmes indésirables ont été là. À quel moment elles ont pu trouver une certaine résilience par la poésie, la chanson, la musique. Ça n'a pas été au moment du trauma, ça a été toujours, il y a toujours une libération, on le retrouve dans la Torah, ça aussi. C'est toujours soit le combat, c'est-à-dire avant, pour partir au combat, soit au moment de la libération, là on chante de nouveau. Mais la libération ne veut pas dire complète, il y a une espèce d'exaltation, mais il y a la libération finalement, on le voit historiquement, par exemple beaucoup de femmes sont restées dans le camp de Gur, c'est d'ailleurs là qu'elles ont monté le cabaret. Donc c'est une transition aussi finalement, cette libération vers autre chose, et donc la chanson, c'est à ça que je m'intéresse. En quoi cette chanson, la poésie, sont un peu des objets transitionnels pour passer d'un état à l'autre. Voilà. Et donc, à travers cette poésie et cette chanson, effectivement, on a la transmission du vécu. C'est l'époque où j'ai rencontré des chanteurs comme Mouloudji, comme Montand. Longtemps, il a guidé mes premiers émois de femmes politiques. Et en quoi une chanson, finalement, en 3 minutes, elle va vous dire de manière beaucoup plus efficace que parfois des écrits de... Il y a un poème que j'ai constamment dans la tête. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui aimaient la vie et en mourir. Lesquels montaient à l'échelle, lesquels guettaient en bas.
celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas. Tous les deux étaient fidèles des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elles vivent, et qui vivra verra. Ça, c'est La Rose et le Réséda d'Aragon. C'est ça qui a percé mon adolescence. Hein. Et qui a apporté un peu de douceur, un peu Ah de oui, si ah vous oui, deviez mettre des mots. énormément. Vous n'avez pas été C'est bon. déporté, mais vous avez été dans des conditions d'aliénation et d'enfermement. Et votre histoire me fait un peu penser à celle de Barbara aussi, Oui. qui a trouvé la résilience. Et je suis tombée sur un professeur d'espagnol qui m'a appris l'espagnol dans le chant général de Pablo Neruda. Un long poème sur la vie future et la vie présente et son combat d'homme social. C'était tellement beau que j'ai appris l'espagnol très vite. Alors que j'étais Hélène Deloche, 0. C'était constamment ça. Et puis un beau jour, la directrice m'a dit « Hélène, j'ai confiance en vous, je sais que vous deviendrez quelqu'un ». À partir de ce moment-là, de 0, je suis passée à l'étage supérieur et j'ai réussi partout. Je dévorais les bouquins la nuit. Un jour, Aragon, dans son bureau, il vient vers moi, il se penche avec son air élégant. « Bonjour, petite fille. Est-ce qu'elle lit cet enfant ?» Ma mère dit « Mais elle ne fait que ça. » Alors elle est sauvée, Marguerite. Elle est sauvée. C'est vrai que la lecture... et surtout la poésie. Moi, c'était vraiment ma bouée de secours où j'évacuais tout avec la musique. Et tu pouvais pleurer en jouant. Vous connaissez la liste de Schiller? Oui. Je pouvais la jouer. Elle dure 3 minutes. Je peux la jouer en boucle pendant 1 heure. Schindler. La liste de Schiller. Tellement c'était ancré et je me mettais à pleurer des fois quand je jouais ce morceau-là. On va rechercher. De toute façon, c'est tout le système émotionnel, si tu veux, est concentré. Tu as l'amygdale, tu as le système limbique, tu as l'hippocampe, et chacun joue un rôle par rapport aux émotions. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas... J'ai besoin d'analyser les choses. Tu répondais, tu contrebalançais la surcharge d'émotions qu'il y aurait pu avoir dans ton cerveau autrement. Clairement, je suis quelqu'un de très très émotionnel depuis que je suis vraiment toute petite. Bon, probablement parce Qui sont un peu les réservoirs de toutes les émotions qu'on a pu vivre et qui n'ont pas été formulées, à part des mots, et qui ne sont même pas totalement arrivés à la conscience. Donc il y a une espèce de fouillis là-dedans émotionnel. Les émotions, c'est un peu ça, on appelait ça l'inconscient autrefois. Maintenant, on sait que c'est probablement situé, en tous les cas, dans le système limbique et dans l'amygdale. lorsque ça me touche, pas tout le monde heureusement, mais on avait aussi parlé d'hypersensibilité. Et ça, je l'ai découvert vraiment il y a 1 an. Et c'est relié par très peu, au niveau du système nerveux, il y a très peu de lien entre ce système-là, notamment l'amygdale, et le système intellectuel de réflexion, le cortex. Mais quand il y a un problème qui est de l'ordre de l'émotionnel, ça peut être un traumatisme, et il y a eu tellement d'excitation qui est arrivée dans un appareil psychique, c'était pas intégrable, et donc on reste un peu gelé avec tous ces débris-là qui sont dans l'inconscient et dans l'amygdale, et donc on continue de vivre on appelle ça un alter, et on développe des capacités intellectuelles assez énormes, ou manuelles, enfin on développe ça, et aussi des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'on évite d'aller vers ce qui nous a fait souffrir. J'évite d'adhérer trop parce qu'on sait très bien que la société représente un peu la maman aussi. Donc je fais ce que je veux, je vais pas adhérer. Vous connaissez l'histoire de la Madeleine de Proust, qui sent, et puis hop, il y a les débris de l'inconscient qui remontent et qui reprennent forme, enfin quelque part. Donc ce qui m'intéresserait, c'est une chanson que vous aviez dans la tête à l'époque, mais qui n'était certainement pas dans votre tête pour rien.
et que vous pourriez rechanter pour essayer de combler un peu cette béance qu'il y a entre tout l'émotionnel qui est resté bloqué là et sur lequel vous mettez manque de confiance en soi, etc. Et tout ce qu'il peut y avoir d'intellectuel à côté. De travailler avec des gens qui sont comme vous, des artistes, parce que vous peignez, pourquoi pas une de vos peintures. Moi, j'aimerais vous intégrer à ça, qu'il y ait quelque chose qui sorte de cette amygdale-là. Par rapport à mon éducation, c'est vrai que on parle pas des émotions. On parle pas du tout des émotions. C'est très très concret, c'est très matériel, surtout par rapport à mon père. Quand on voit comment Ravel et d'autres, tous les musiciens qui sont partis au front, en fait, étaient des gens qui réagissaient très mal au front, contrairement aux littéraires qui, eux, arrivaient à mettre des mots, donc arrivaient à faire des récits de ce qu'ils vivaient. Le musicien, sur le front en particulier, donc les gens internés, je sais pas, mais se retrouvait complètement désœuvré, en fait, parce que la musique est beaucoup trop... c'est spatial. Essentiel. Enfin. Voilà, c'est une sorte de d'exutoire. Voilà, effectivement, c'est une révolte. Il me fait penser à Hannah Arendt, qui a dit la même chose avant d'aller à Gurs, au Veldiv. Elle a un peu pris tout le monde sous son aile et elle a dit, ne laissez pas faire, on va se faire belle. Donc c'était un peu le même... Oui, complètement. Et Hannah Arendt était quelqu'un aussi de cultivé. Hein. Est-ce que ça lui a donné une force de mon père a toujours lu, de tout temps. Il a toujours beaucoup lu, et puis il lisait, je vous dis, des ouvrages qui étaient un peu Ferdinand Céline. Bon, le paradoxe, j'en avais un peu discuté avec lui. Ferdinand Céline, vous savez qu'il était un peu copain avec les... Bon, cela dit, ça l'empêchait pas d'être un très bon écrivain, mais bon... Il savait faire la différence entre les qualités littéraires... Et l'homme. Oui, complètement, oui. Et peut-être qu'il avait finalement, l'église était pleine le jour de l'enterrement, peut-être que dans ce camp qui est flou pour vous, mais on peut l'imaginer quand même, comme quelqu'un qui savait quand même dire simplement à tout le monde, bon tu vas pas faire de la musique, mais tu vas chanter, qui était peut-être un bout en train. Mais mon père était fédérateur, mais pas avec moi ni avec ma mère. J'ai fait 20 ans d'informatique, donc j'en ai eu marre, donc j'ai passé une licence de droit, donc après j'ai fait du droit du travail, et après j'ai fait du contrôle de gestion. Et après ce que je regrette, si vous voulez, in fine, c'est d'avoir fait des travaux, des métiers qui ne servaient à rien, dans l'absolu. J'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui crée quelque chose. Moi, j'ai jamais rien créé, dans l'absolu. Vous faites de la peinture. Ah oui, justement. Mais alors, oui. Je sais pas, c'est comme si ça allait directement à une douleur qui était au fond de moi. Et ça le reliait, ça le titillait. Et que, en continuant à le jouer, je continue à l'entretenir. Mais en même temps, j'en avais besoin. Parce que plus je la jouais, plus ça sortait. Mais en même temps, plus c'était là. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus jouer la liste de Schindler parce que je n'ai plus d'émotion par rapport à ça. D'accord. Donc ça veut dire que c'est parti. Enfin, pour moi, c'est... La souffrance est partie. Mais tu parles de souffrance parce que c'est quand même très dommage, à mon avis, après j'ai peut-être tort, de dire l'émotion est partie. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Nous, quand on travaille dans la chanson ou dans le spectacle, une émotion part pas, on ne veut pas la faire partir. L'acteur, le chanteur, va pas essayer de faire partir la tristesse. Il va l'intégrer pour qu'elle puisse être appropriée par un public. Quand tu chantes la tristesse, tu es plus triste à ce moment-là. Tu as fait partir la souffrance. Mais l'émotion de la tristesse, tu l'as intégrée de façon à ce que quand tu vas chanter un truc triste, tu sais que toutes les tristesses du public vont pouvoir être touchées. C'est un sentiment universel, mais chacun va pouvoir pleurer à un moment donné, tu le sais ça quand tu chantes, et dégager sa tristesse. En même temps, c'est vrai que tu passes au-dessus. La chanson te permet aussi de passer au-dessus. Mais cette tristesse, est-ce qu'on doit... C'est la question. Est-ce qu'on doit l'évacuer? Sans mémoire, pas d'histoire, pas d'espoir. Donc, une histoire, s'il y a eu la tristesse dans l'histoire, est-ce que le tout, c'est de la gommer ou dire c'est plus là, c'est fini, ou c'est de l'avoir intégrée, assimilée de façon à passer au-dessus? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est quand même capable de la ressentir de nouveau sans qu'elle t'affecte. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. D'accord. Tu as pleuré tout à l'heure, tu nous as parlé de la liste de Schindler, tu dis c'était plus là, mais tu as quand même pleuré. Oui, vrai.
En fait, je pense qu'il y a une différence entre l'émotion et la cause, peut-être, de l'émotion. Et quand je dis que je l'ai évacuée, je pense que c'est peut-être la cause ou une souffrance que j'avais qui est partie, mais ce qui ne m'empêche pas d'être profondément triste. Ça peut m'arriver. On déconnecte vite, on aime beaucoup la fête, on aime beaucoup se retrouver, on aime beaucoup s'amuser, dédramatiser le dramatique, parce que c'est notre force. Celles qui reviennent, ça veut dire quoi? D'où j'ai cette force? Parce que je suis très forte. Maintenant je sais d'où. J'ai jamais compris d'où ça vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui seulement j'essaye de chercher qui je suis. Il y a quand même. Parce qu'il m'a rien raconté. Et pour comprendre comment il en est sorti. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Non, j'ai aussi. Je pense il faisait des chaussures. Mon père était fabricant de chaussures. Oui. Il avait une usine de chaussures aussi. Il a dû faire les chaussures il était donc. Raconter un petit peu plus, mais pas beaucoup. Bon, Hein? c'est bon. Ça, oui, c'était dans une exposition. C'est mis à leur place. Il y a quand même la commémoration qui importe. Ils aiment bien en parler quand Je même. sais parce que mes frères eux-mêmes me demandent pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que ça vous a de savoir? C'est comme s'il y avait deux Papa catégories. n'a pas raconté. Qu'est-ce que ça t'intéresse? Je dis, je veux savoir ce qu'il va pas raconter. Bah ouais. C'est ça. C'est ça. Il n'a pas parlé. Mon père ne parlait pas beaucoup. This was the subject of the theater we saw yesterday for the commemoration. It was the story of a woman. Art is very important. It was in Hebrew, and when I asked what means, because it was in Hebrew, I had already understood. Alors de nos jours, la fête elle est partout, la musique, quelles que soient les origines. Là, ça y est, on est mélangé. Hein. Il y a des festivals à chaque fois de musique orientale avec les musulmans et les juifs et les musulmans sont dans la même salle en train d'écouter de la musique orientale, des grands dignitaires comme Farid El-Atrache et tout ça. Ouais. Et maintenant, même mes enfants écoutent du Warda et tout ça, ils adorent. Même mes enfants, parce que ça fait partie de l'héritage culturel, qu'on le veuille ou pas. Il y en a, ils vont vous dire oui, les Arabes, je fais ouais, mais dis-moi, tu vas empêcher un Ashkenaz de mettre son enfant à apprendre l'allemand? Pourquoi nous, on pourrait pas aussi apprendre l'arabe? La joie est moins créatrice de musique et je pense on est moins expressif dans la joie que ce que l'on peut l'être dans la mélancolie et dans la tristesse. Et quand vous êtes mélancolique, vous écoutez des chansons mélancoliques. Plutôt. J'écoute des chansons qui me permettent de me dire que le vrai labeur, c'est cette mélancolie que l'on porte et que d'autres la portent avec toi. Et c'est la musique qui te permet de la vivre. C'est super de voir comment justement cette chanson de variété populaire peut résonner chez les gens. En fait, ça ne résonne qu'en fonction de la résonance que toi tu donnes à cette chanson. Parole, ton vécu. Chaque chanson n'est pas la même pour chacun. Chacun y met sa résonance et c'est là que tu amplifies la chose. C'est comme un souvenir qui devient beau au fil des ans. C'est comme ça. En tous les cas, je suis très contente parce qu'il y a 30 ans, on n'entendait pas les gens parler de la chanson comme ça. Il y a 30 ans, c'était des tubes qu'on mettait, c'était des trucs, mais il y a eu, en France, je pense particulièrement, il y a eu des auteurs. Et on vient d'une certaine culture, d'une certaine philosophie. Ça fait qu'on a des gens qui sont capables de pondre des textes qui sont extraordinaires et qui tiennent la vie, qui tiennent l'amour, qui tiennent la mort, qui tiennent la philosophie, qui tiennent tout, quoi. C'est surtout la philosophie que ça peut permettre de donner. Et vous? I'm gonna study one more
I'm gonna Steady one no more. Steady one no more. I'm gonna steady one no more. Steady one no more. Steady one no more. I'm gonna meet my Jesus down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside, I'm gonna meet my Jesus. Down by the riverside, we're gonna study one no more. We're gonna study one no more. Study one no more. Study one no more. I'm gonna study one no more. Study one no more. Study one no more. Vous avez toujours aimé chanter? Oui, parce que j'étais élevé 3 ans chez les frères, et on faisait que chanter. On chantait que par le gospel, mais bon, le matin on se lève, on fait le prière, puis on chante. Et ensuite, à Paris, je chantais déjà dans une chorale, déjà, mais classique. Et en arrivant ici, j'ai chanté aussi dans une chorale classique. Puis après, bon, un jour, j'ai été voir un concert de gospel et ce groupe-là me plaisait beaucoup. Donc j'ai été chanter avec eux. Ça fait depuis 2002. Est-ce que la chanson vous a aidé à tenir dans les situations difficiles? Oui. Ah ben, quand on chante, on oublie beaucoup de choses. Hein. Ça te permet d'idéaliser ta vie. Moi, c'était vraiment ma bouée de secours où j'ai vécu tout.